Investir en immobilier est l'un des meilleurs moyens pour construire un patrimoine rapidement. Le problème, c'est que quand on n'en a jamais fait, ça peut faire très peur. On fait un gros investissement et donc forcément le risque est assez important. En plus de ça, on se pose plein de questions sur la fiscalité, les travaux, la ville qu'il faut choisir. Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés pour que vous puissiez réussir votre premier investissement locatif et je vais aussi vous partager les chiffres d'un premier investissement que j'ai fait il y a quelques années. C'est parti. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de Finari, la chaîne qui vous aide à booster votre patrimoine. Finari, c'est aussi une application qui vous permet de suivre votre patrimoine, de gérer votre budget et d'investir en crypto. Avant de commencer la vidéo, et si le sujet de l'immobilier vous intéresse, sachez que j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur ce sujet. Je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir. Alors déjà, pourquoi est-ce intéressant d'investir dans l'immobilier locatif? La première raison, c'est que la demande locative ne fait qu'augmenter. Selon l'INSEE, d'ici 2050, il y aura 4 millions de foyers en plus. Cette augmentation du nombre de foyers, elle crée une tension locative, ou elle aggrave même la tension locative qui existe déjà, et elle rend l'investissement particulièrement intéressant. En parallèle, l'augmentation du nombre de normes, notamment le fait d'avoir un DPE d'une certaine note, retire des biens du marché, ce qui aggrave ce phénomène de tension locative. Le deuxième point intéressant, c'est que l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui marche bien, et ce depuis longtemps. Selon la Banque de France, la valeur des biens immobiliers détenus par les Français a doublé durant les 20 dernières années, ce qui en fait quand même un investissement très rentable. D'ailleurs, c'est bien connu, les Français adorent l'immobilier, comme on dit, les années passent, mais la pierre reste. L'immobilier, c'est avant tout un placement tangible qui est ancré et qu'on peut toucher. Et ça a son importance et ça rassure. C'est vraiment un couple risque-rendement intéressant avec une volatilité, une variation des prix relativement faible, mais un rendement intéressant. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les prix de l'immobilier qui ont augmenté, il y a aussi les loyers. Et oui, parce que vous pouvez indexer le loyer sur l'indice des prix et donc l'inflation. C'est-à-dire que quand vous avez un bien locatif, vous pouvez augmenter le loyer chaque année pour annuler l'effet de l'inflation. Et ça, c'est un gros avantage, surtout dans une période comme maintenant où l'inflation est forte. Qui dit loyer dit revenu passif. Et là, c'est vraiment magique puisque si on a plusieurs biens, on peut espérer carrément vivre des revenus qui sont générés et donc soit préparer sa retraite, soit carrément arrêter de travailler et donc quelque part devenir indépendant financièrement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que 67% des Français déclarent que la meilleure façon de préparer leur retraite, c'est d'investir dans l'immobilier. Enfin, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est l'effet de levier. Avec l'immobilier, vous pouvez vous endetter, donc prendre un crédit pour financer l'achat. Et ça, c'est vraiment la clé et c'est pour ça que cette classe d'actifs est si intéressante. Concrètement, vous allez mettre un apport, la banque va vous faire un crédit et c'est votre locataire qui va rembourser ce crédit si votre bien est cash flow positif. Et vous allez voir que c'est carrément possible. Alors même si l'immobilier est généralement moins rentable sur le long terme que la bourse, avec l'effet de levier, ça devient beaucoup plus attractif. Comme vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui jouent en faveur de l'investissement immobilier, mais il faut quand même faire très attention à plusieurs points avant de se lancer. La première étape d'un investissement immobilier locatif réussi, c'est le choix du bien. Et pour le choix du bien, il y a 3 critères à prendre en compte. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Acheter dans une ville où la tension locative est forte, même avec un bien relativement modeste ou de qualité moyenne, c'est un bon choix. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement avoir tellement de demandes que ça va compenser les faiblesses de votre bien. Il est primordial de bien choisir sa ville, son quartier, même sa rue pour être certain que la demande sera forte. D'ailleurs, moi j'aime bien utiliser un site qui permet de mesurer cette tension locative et je vais vous mettre le lien quelque part ici pour que vous puissiez aussi à votre tour vérifier et vous assurer que votre ville, votre quartier est vraiment intéressant. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de choisir la ville, je vous recommande fortement d'investir dans une ville que vous connaissez et idéalement dans une ville qui est très proche de la vôtre. Ça va grandement simplifier la gestion de votre bien et vous serez beaucoup mieux placé pour savoir si telle ou telle rue est vraiment pertinente. Au-delà de ça, il faut choisir une ville qui est évidemment dynamique, donc qui est en croissance démographique. Est-ce qu'il y a des grandes industries qui sont en train de se développer? Est-ce qu'il y a du tourisme? S'il y a du tourisme, attention, le tourisme est très saisonnier généralement, donc la saisonnalité va faire que vous aurez plus de monde en été dans les villes portuaires qu'en hiver, donc les loyers seront aussi plus intéressants à un moment et plus bas à d'autres. Est-ce que c'est une ville étudiante? Est-ce qu'il y a une fac, voire plusieurs facs, des grandes écoles? Ça, c'est très intéressant parce que la demande de ce côté-là est très forte. D'ailleurs, une bonne façon de vérifier la demande dans une ville, c'est de poster une fausse annonce sur Le Bon Coin, par exemple, et de voir le nombre de réponses, de candidatures que vous recevrez dans les premières heures. Alors évidemment, n'abusez pas du système
parce que les gens qui cherchent, ils ont besoin d'un logement, mais ça vous permettra très rapidement de jauger la demande. Concrètement, si vous n'avez pas reçu 15, 20, 25 demandes dans la première journée, c'est que la tension locative n'est pas forcément très forte. Prenez quand même en compte le fait qu'en septembre, il y aura beaucoup plus de demandes qu'en avril, parce que tout simplement en septembre, c'est la rentrée des classes, donc tout le monde cherche au même moment. Une fois que vous avez défini la ville où vous voulez acheter, il va falloir trouver le bien, et ici, l'important, c'est d'être 100% objectif. Vous n'achetez pas un coup de cœur, vous achetez un investissement qui doit être rentable. Il ne faut donc pas se projeter dans cet appartement, il faut simplement se poser les questions de savoir si vous allez pouvoir le louer au prix visé et donc être rentable. Une bonne façon d'opérer ici, si vous n'avez pas de connaissances en immobilier, c'est de faire les visites des biens que vous appréciez particulièrement avec soit des artisans, soit des proches qui sont experts en immobilier ou qui ont déjà investi. Ça vous permettra d'une part d'avoir le regard d'un professionnel, mais aussi d'avoir tout simplement un deuxième avis sur un bien et donc d'éviter d'être trop biaisé au moment d'acheter. D'ailleurs, on me demande souvent si investir dans une passoire thermique, c'est un bon investissement. Alors, ça peut l'être, mais je le déconseille, surtout si vous débutez. Concrètement, dès l'année prochaine, les logements classés G seront interdits à la location. Dès 2028, ce seront les logements classés F. Et en 2034, ce seront les logements classés E. Donc, forcément, si votre bien est très mal noté, vous devrez faire des gros travaux pour monter d'un cran. Sachez que sur certains biens, c'est carrément impossible de changer de catégorie à moins de refaire l'ensemble de l'appartement, voire de refaire l'ensemble de l'immeuble parce que l'isolation est trop ancienne ou alors le bien tout simplement, l'immeuble est beaucoup trop vieux. Le prochain critère important, c'est le prix. En immobilier, la plus-value, elle se fait à l'achat. Il faut donc que vous achetiez au bon prix. N'oubliez pas que vous allez certainement acheter à crédit. Le crédit, vous pourrez toujours renégocier le taux, notamment si les taux baissent fortement. Le prix du bien, il ne va plus jamais bouger une fois que vous avez signé chez le notaire. Lorsqu'on investit, le but, c'est pas de faire l'affaire du siècle, c'est tout simplement d'acheter un bien à un prix correct. Et pour savoir si le prix est correct, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez notamment aller sur la base de données des notaires qui recense toutes les transactions. Alors il y a pas mal de délais, donc forcément entre le moment où une transaction est actée et le moment où elle est enregistrée, ça peut être un peu long, mais vous avez quand même une bonne idée, une bonne température des prix pour une adresse donnée. L'autre site que je trouve vraiment très intéressant, c'est Castorus. Ça vous permet de suivre les annonces, de voir depuis combien de temps elles sont en ligne, de voir l'évolution de prix et donc de savoir si vous êtes sur un bon plan ou alors une poubelle. Sachez que généralement quand une annonce est en ligne depuis très longtemps, c'est qu'il y a un gros défaut parce que les acheteurs qui sont passés avant vous ne sont évidemment pas bêtes, ils ont regardé et ils ont préféré ne pas y aller puisque le défaut n'en valait pas la peine. Alors évidemment ils peuvent se tromper mais c'est un très bon indicateur et ça vous donne surtout une bonne idée de la négociation que vous allez pouvoir mener avec le vendeur. Si le bien est en ligne depuis très longtemps et que le vendeur est un peu pendu, vous allez pouvoir demander une grosse baisse de prix. D'ailleurs, pour trouver le bien, il n'y a pas vraiment de secret. La plupart des biens sont sur les sites comme Le Bon Coin ou Se Loger, donc il faut tout simplement être présent un peu partout. Il y a pas mal d'agrégateurs d'annonces comme Jinka qui sont assez intéressants puisque ça vous permet d'avoir tous les jours les dernières annonces et donc d'être au fait de ce qui se passe. L'autre technique qui est aussi très efficace, c'est d'aller directement dans les différentes agences du quartier qui vous intéresse, de vous présenter et de vous faire enregistrer dans la base de l'agent. L'objectif, c'est que l'agent vous appelle dès qu'il rentre un bien et avant qu'il le mette en ligne. Comme ça, vous pouvez avoir accès en avant-première aux annonces et donc éventuellement profiter d'un bon coup. Plus vous allez investir en immobilier, plus vous allez avoir un bon réseau. Les gros marchands de biens, ils vont travailler avec des notaires, ils vont travailler avec des artisans qui vont pouvoir leur signaler des ventes qui vont s'effectuer et donc profiter de ce qu'on appelle l'off-market. Mais lorsque vous débutez, sachez que tout ce qui est en ligne, c'est largement suffisant. Enfin, une fois que vous avez trouvé votre bien, il va s'agir de vérifier la qualité de la copropriété. Donc ça, c'est vraiment important. Vous allez en fonction du poids de votre appartement dans la copropriété payer un certain nombre de charges, ça s'appelle les tantièmes. Donc vous allez payer des charges de copropriété, mais vous allez aussi payer pour des travaux un peu extraordinaires. Donc vérifiez s'il n'y a pas un ravalement de façade qui a été voté mais pas encore payé, donc qui sera pour votre pomme. Vérifiez aussi que tous les copropriétaires sont bien à jour de leurs charges pour éviter les mauvaises surprises. Enfin, vous pouvez aussi vérifier les taxes foncières ou la taxe foncière dont vous serez redevable pour être sûr que votre calcul de rentabilité tient la route. D'ailleurs, on va passer au calcul de la rentabilité et aux différents niveaux de lecture. Le premier calcul à avoir en tête, c'est le rendement brut.
brut. Le rendement brut, c'est le loyer divisé par le prix d'achat et les frais de notaire. Ça vous donne une première indication de la rentabilité que vous pouvez espérer de votre investissement locatif. Le problème du rendement brut, c'est que c'est le rendement d'un monde idéal. Dans la vraie vie, vous allez devoir payer en plus pour une assurance de PNO, propriétaire non occupant. Vous allez devoir payer pour des travaux, généralement 0,5% voire 1% de la valeur du bien chaque année. Vous allez aussi payer évidemment des taxes, la fameuse taxe foncière. Si vous faites gérer le bien par une agence, eh bien, il va falloir rémunérer cette dernière. Bref, tous ces frais vont venir impacter votre rendement. Et l'indicateur qui vous donne le rendement ajusté aux frais, c'est le rendement net. La formule, elle est très simple, c'est le loyer moins tous les frais que je viens de citer, encore une fois, divisé par le prix d'achat plus les frais de notaire. Ce chiffre sera forcément plus bas, mais beaucoup plus proche de ce que vous pouvez vraiment espérer une fois que vous serez en activité. Enfin, si vous voulez aller un peu plus loin et calculer la rentabilité globale de l'opération achat, location et revente dans 10, 20, 30 ans, vous pouvez calculer le TRI, taux de rendement interne. C'est vraiment le meilleur indicateur pour prendre en compte les entrées d'argent et les sorties et aussi lisser ça sur les différentes années. C'est ce qu'utilisent généralement les professionnels pour comparer la rentabilité d'un investissement à un autre. Il est par exemple tout à fait possible d'avoir un rendement relativement médiocre, mais de réaliser une très forte plus-value à la revente, et donc ça vous donnerait un TRI plus élevé. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir un très gros rendement, mais une toute petite plus-value, et encore une fois, l'opération la plus rentable, ce sera peut-être de favoriser la plus-value en sortie. Si vous voulez calculer votre TRI, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez automatiser ça. Au-delà du rendement, ce que les investisseurs immobiliers aiment bien regarder, c'est l'autofinancement de l'opération. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, une auto-opération qui s'autofinance, c'est quand on arrive à couvrir tous les frais qui sont liés à l'investissement, le crédit, les impôts, les travaux, etc., avec les loyers qu'on va toucher, et donc qu'on va uniquement sortir de sa poche l'apport pour débloquer le crédit. Et encore, c'était possible jusqu'à il y a quelques mois de faire ce qu'on appelle du 110% et d'emprunter la totalité de l'opération sans apport et de faire même financer les frais de notaire par notre chère banque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile. Maintenant que vous savez comment calculer la rentabilité, on va passer au financement de l'opération. Qui dit financement dit crédit, c'est vraiment la clé d'un investissement locatif réussi. On veut faire un maximum de levier pour faire financer l'opération par la banque et demander à notre cher locataire de rembourser cette dernière. L'objectif, ça va être d'emprunter un maximum et donc de mettre un minimum d'apport. L'apport, c'est quelque part la garantie que vous demande la banque au moment de la souscription du crédit. Généralement, on dit qu'il faut apporter 10% de l'opération hors frais de notaire. Vous pouvez évidemment essayer d'aller en deçà. Comme je vous disais un peu plus tôt, il y a beaucoup d'opérations qui ont été financées à 110% dans les années un peu folles de l'immobilier locatif. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les banques sont beaucoup plus réticentes à vous faire des crédits un peu gratuits. Parce que si vous faites du 110%, concrètement, l'opération, elle est vraiment blanche. Sachez que plus vous mettez d'apport, plus vous pouvez emprunter. C'est normal, mais en même temps, ça vient impacter votre capacité à investir. L'autre point important, évidemment, c'est le taux. Les taux sont définis de façon mensuelle dans les banques. Et donc, chaque mois, en fait, la banque met à jour son taux à elle. Toutes les banques ont un taux standard et un taux ou plusieurs taux premium. Donc, quand on vous annonce, par exemple, 4,35 pour 20 ans, sachez que vous pouvez toujours aller négocier. Peut-être 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 et vraiment avoir le taux maximal, le taux VIP, comme on dit. Ça dépendra des sommes que vous avez dans cette banque et à quel point la banque pense que vous êtes un ou une cliente qui a du potentiel futur. D'ailleurs, plus vous allez enchaîner les opérations et prouver que vous êtes quelqu'un qui sait investir en immobilier, plus ça va être facile de faire financer vos opérations. C'est un peu injuste, quelque part, puisque du coup, la première marche est la plus dure, mais une fois qu'on a passé le cap, ça devient plus simple. Mes conseils pour obtenir un crédit, c'est d'avoir vraiment le dossier le plus solide possible. N'hésitez pas à faire le tour des banques déjà pour avoir un maximum d'offres. Assurez-vous de ne pas être débiteur sur votre compte bancaire puisque les banques vont regarder vos relevés et vérifier si vous n'êtes pas dans le rouge. Apportez-leur un projet d'investissement locatif qui est bien ficelé, donnez-leur un maximum d'éléments contextuels, les loyers que vous pensez percevoir, mettez même des photos
pour qu'il puisse s'identifier. Et ça, c'est vraiment très important. Si vous pouvez faire financer le bien par une banque locale, ça va être beaucoup plus simple parce que le banquier, il est probablement déjà passé dans la rue dans laquelle vous les allez acheter et il pense que vous arriverez à le louer. Donc ça aide vraiment. D'ailleurs, c'est pas parce qu'une banque est dans une ville et que votre bien est dans une autre que c'est pas finançable. Il faut faire le tour des popotes et généralement, on dit que les banques mutualistes ont beaucoup plus de pouvoir en agence que les grands groupes bancaires comme la Société Générale ou BNP. Donc ça peut être intéressant d'aller voir des banques mutualistes comme le Crédit Mutuel, CIC et de vraiment construire une relation de confiance avec son banquier pour derrière débloquer un premier crédit, voire d'autres. Alors évidemment, être en CDI, c'est toujours plus apprécié. Être fonctionnaire, c'est encore mieux, mais sachez que c'est possible d'emprunter en étant entrepreneur, en étant même au chômage, si vous avez des gros moyens. Donc, tous les cas de figure sont possibles, mais sachez que plus vous rentrez dans la grille qu'a définie la banque, plus ça sera simple. Concernant la durée de l'emprunt que vous pouvez espérer, le standard, ça va être du 15 ans. Si vous poussez, vous pouvez peut-être aller à 20 ans, voire 25 ans. Sachez que j'avais reçu Julien Calamotte qui a acheté des dizaines de biens immobiliers et qui est vraiment un expert dans ce domaine. Lui a réussi à faire du 25 ans. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo, vous pourrez aller voir. C'était vraiment passionnant. Il avait notamment montré les schémas qu'il utilise pour structurer son patrimoine immobilier. C'est passionnant et Julien, c'est vraiment un passionné. Plus le crédit est long, plus ce sera facile d'autofinancer le bien, parce que qui dit crédit long dit mensualité basse et donc autofinancement possible. Maintenant qu'on a fait financer le bien, on va passer à la gestion opérationnelle. Et la première question presque philosophique qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous gérez vous-même ou est-ce que vous déléguez? Alors évidemment, chaque façon de gérer a des avantages et des inconvénients. Si vous décidez de gérer vous-même, vous allez devoir être très présent, vous allez devoir déjà sélectionner les bons locataires, faire les visites, gérer le quotidien du bien. À chaque fois que votre locataire va avoir un problème, ne vous inquiétez pas, il va vous appeler et donc ça prend forcément du temps et c'est pas super efficace de s'en occuper, surtout si on n'est pas sur place. Par contre, ça sera évidemment plus rentable puisque ça ne vous coûtera rien si ce n'est votre temps. Si vous mettez en agence, eh bien l'agence va s'occuper des tâches que je viens de citer, mais par contre, elle va prendre un frais pour ça qui va osciller entre 6 et 12% des loyers versés à l'agence, donc ça a quand même un impact assez conséquent. Si vous faites du Airbnb et que vous avez une conciergerie, là vous serez carrément entre 20 et 25%. Donc forcément, ça viendra encore plus impacter votre rentabilité. On dit souvent que le temps c'est de l'argent et ça, je peux vous confirmer que c'est vrai. Dans mon expérience, trouver un locataire, ça met entre 15 et 20 heures, voire 25 heures à chaque fois qu'il y a une rotation, donc ça peut être long. La gestion locative courante, elle me prend à peu près entre 1h30 et 2 heures par mois. Ça peut paraître peu, mais sachez que dès qu'il y a un petit pépin, forcément, ça fait beaucoup plus. Moi, j'ai décidé de gérer mes biens en direct. Donc forcément, ce temps-là, il faut que je le mette de côté dans mon agenda. Il n'y a pas de bonne méthode ici, mais dans mon expérience, moi je trouve ça plus intéressant de faire un premier bien et de gérer en direct avant éventuellement de déléguer si on voit vraiment que ça prend trop de temps et qu'on n'a pas envie de gérer les locataires. Gérer en direct, ça permet aussi de se rendre compte des qualités du bien, des ajustements qu'il faut faire. Vous aurez beaucoup plus de feedback de vos locataires si vous leur parlez plutôt que de passer par une agence qui, elle, va gérer 300 biens en parallèle et qui au final va gagner tellement peu avec votre location qu'elle y mettra pas beaucoup d'énergie. Sachez que la plupart des agences immobilières, elles font de la gestion locative avant tout pour pouvoir vendre votre bien le jour où vous décidez de vous en séparer. Donc c'est presque une activité annexe. D'ailleurs, même si vous avez une agence, en cas de petit pépin, c'est vous qui allez devoir gérer. Vous avez une fuite, l'agence, elle va simplement vous appeler pour vous dire qu'il faut régler le problème de la fuite. Donc évidemment, elle peut mandater un artisan, etc. Mais vous avez envie quand même, vous aurez envie de garder le contrôle et de vous assurer que le travail sera bien fait pour éviter de payer 3 interventions différentes. Donc les petits travaux comme ça fait partie du quotidien et c'est pas parce que vous avez délégué la gestion locative que vous allez vous débarrasser des petits pépins qui font partie de la vie d'un bien immobilier. Si vous décidez de gérer vous-même votre bien, il va falloir être très précautionneux sur le choix du locataire. Ici, la règle d'or, c'est de pas prendre des dossiers difficiles et de vraiment jouer plat du pied sécurité. Demandez les pièces justificatives d'usage, l'avis d'impôt, évidemment justificatif d'identité. Vous pouvez aussi demander une lettre de confort de la part d'un employeur pour vous assurer que la personne est bien en CDI et n'est pas en période d'essai. Vous pouvez aussi demander un garant, soit une personne, soit la garantie Visale qui est fournie par l'État. Donc il y a plein d'options qui sont possibles. De mon expérience, les meilleurs locataires, c'est les dossiers les plus simples. Donc ça va être dans une ville étudiante, des étudiants avec des bons garants. Ça va être, si c'est des jeunes actifs qui ont une situation stable et qui ne vont pas causer de problème. Si vous avez déjà un doute au moment de mettre en location, c'est que probablement vous aurez
aurait des problèmes au moment des paiements des loyers. D'ailleurs, l'État est bien conscient que c'est très difficile pour un propriétaire de savoir si un locataire est légitime, fournit des vraies pièces, et a donc créé un service qui s'appelle Dossier Facile. Ça permet au locataire de mettre ses pièces en ligne et l'État, ou un service de l'État, va certifier les documents, les vérifier et donc donner une garantie solide au propriétaire qui pourra choisir un locataire avec beaucoup plus de certitude. Maintenant que vous avez décidé du mode de gestion de votre bien, vous allez devoir trancher sur une autre question fondamentale. Est-ce que vous voulez louer en nu ou en meublé? Encore une fois, chaque mode a des avantages et des inconvénients, mais sachez que dans l'ensemble, la location meublée est beaucoup plus intéressante pour un investisseur locatif. L'avantage de la location nue, c'est que le marché adressable est énorme. La plupart des locataires veulent un appartement vide pour pouvoir amener leurs meubles, donc vous allez pouvoir littéralement louer au monde entier. Vu que vous allez pouvoir louer à beaucoup de gens, le risque de vacances locatives est assez faible. Quelqu'un qui emménage dans un appartement, il va pas déménager chaque semaine ou chaque mois ou chaque année. On est plutôt sur des locataires très stables. Je connais des gens qui ont des appartements en location nue. Ça fait 15 ans qu'ils ont le même locataire dedans, donc forcément, c'est très agréable à gérer. Le problème de la location nue, c'est que les avantages s'arrêtent à peu près là. A contrario, la location meublée a un marché adressable beaucoup plus réduit, puisque tout le monde ne veut pas vivre dans un appartement avec des meubles qui sont déjà fournis. En plus de ça, les gens qui veulent vivre dans un bien meublé vont généralement déménager régulièrement puisqu'ils viennent pour faire une mission ou pour terminer leurs études. Le problème de la location nue, c'est que les revenus que vous allez toucher, ça va être des revenus fonciers, donc vous allez payer plein pot au moment de votre déclaration d'impôt. Et c'est pour ça que la location meublée est si plébiscitée. En location meublée, vous allez pouvoir écraser votre résultat, qui vient des loyers que vous allez percevoir, grâce à l'amortissement comptable de votre bien. Et c'est vraiment un mécanisme qui est surpuissant, puisqu'en général, si notre comptabilité est bien tenue et qu'on a réalisé les bons investissements, on paye 0 impôt sur son bien immobilier pendant plusieurs années. On est en France, donc forcément la fiscalité est absolument primordiale. Sachez que si vous êtes en LMNP, vous avez le choix entre deux régimes. Vous pouvez passer au régime BIC ou au réel. Dans la vaste majorité des cas, le réel est beaucoup plus intéressant. Vous pourrez faire ce que je vous ai décrit juste avant, passer tout en frais et notamment l'amortissement comptable. Vu que le sujet est très vaste, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au LMNP, dites-le moi dans les commentaires et je vous préparerai ça. Alors évidemment, le prisme de la fiscalité n'est pas le seul qui compte. Ce qui compte surtout, c'est le loyer auquel vous allez le louer. En général, un bien meublé se loue 30 voire 40% plus cher qu'un bien nu. Donc forcément, à bien égal, ça vous fait une rentabilité qui est très différente. Et quand on sait en plus qu'on peut écraser son résultat et donc pas payer d'impôts grâce au LMNP, je pense que vous commencez à comprendre la puissance du dispositif. En plus de ça, vous pouvez faire des modes de location assez rentables, notamment du Airbnb, vous pouvez faire de la coloc, que vous pourriez faire en nu théoriquement, mais vous pourrez demander un loyer plus élevé ici. Vous pouvez aussi faire de la location saisonnière et vous pouvez même mixer tous ces modes de gestion. On voit généralement dans les villes balnéaires, l'été c'est du Airbnb, alors que l'hiver ça va plutôt être des saisonniers pour avoir plus de visibilité sur les cash flows. Alors évidemment, tout n'est pas rose dans le monde du LMNP puisque la déclaration fiscale va être assez complexe, il va falloir que vous travaillez avec un comptable, mais le coût du comptable va être tellement faible par rapport à l'avantage que vous allez débloquer que vous pouvez quand même y aller avec confiance. Maintenant que vous avez décidé du mode de gestion locatif que vous voulez utiliser, vous allez devoir choisir si vous voulez louer ce bien en tant que personne ou en tant que société. Et ici, je vois pas mal de gens qui pensent que faire une SCI, c'est la solution à tous leurs problèmes. La SCI, c'est une société, on peut donc avoir plusieurs actionnaires. Plus vous avez d'actionnaires, plus vous allez pouvoir augmenter votre capacité potentiellement d'emprunt et donc faire des projets plus gros. Vu que vous avez des actionnaires aussi ou des porteurs de parts, c'est beaucoup plus simple de transmettre ces parts à vos héritiers au moment de votre héritage. Vous allez aussi pouvoir séparer les biens de la SCI de vos biens personnels et donc en cas de difficulté financière de la société, les créanciers ne viendront pas saisir vos biens personnels. C'est donc intéressant, mais honnêtement, c'est pas du tout nécessaire de le faire pour un premier investissement locatif. Parce qu'il va donc falloir créer cette société, la gérer la comptabilité, et vous n'allez pas en tirer des bénéfices très élevés par rapport au travail requis. C'est encore moins intéressant quand on sait que le régime LMNP permet de débloquer des avantages fiscaux absolument fous, notamment le fameux amortissement comptable. Alors la question de la SCI, elle se posera au moment où vous ne pourrez plus faire de LMNP. En effet, le statut a un plafond de 23 000 € de revenus locatifs annuels. Une fois que vous le dépassez, vous passez automatiquement
en LMP, loueur de meublés professionnels. Il y a d'autres avantages, il y a d'autres inconvénients qui incombent à ce statut. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'envisager une SCI. Mais vu que vous commencez, vous n'avez pas à vous poser cette question. Alors maintenant qu'on a couvert les aspects théoriques de l'investissement locatif, on va passer à la pratique et je vais vous présenter les caractéristiques d'un bien que j'ai acheté il y a quelques années. Ce bien, c'est un T2 qui se situe à Chambéry, la ville où je suis né, donc que je connais très bien. Je le loue en meublé à l'année et sous le régime du LMNP. Donc je vais sur Finari pour vous montrer les caractéristiques de l'emprunt. À l'époque, j'avais obtenu un taux de 1,1%, ce qui paraît être super aujourd'hui, mais en fait c'était complètement standard il y a quelques années. J'ai une mensualité de 550 € et il me reste 69 000 € à peu près à payer. D'ailleurs, sachez que quand on raisonne en passif sur Finari, mais aussi en général, donc combien on doit encore rembourser, on prend toujours le capital restant dû et non pas le capital restant dû plus les intérêts, parce que théoriquement on peut toujours rembourser par anticipation et donc on ne paiera pas les intérêts futurs. Donc cet emprunt, vous voyez, il va s'amortir gentiment sur les prochaines années et j'aurai fini de le rembourser en décembre 2035. Donc j'ai encore un peu de temps, il me reste 139 échéances encore à payer, j'en ai déjà payé 41. Au total, ça va me coûter quand même un petit billet puisque je vais payer évidemment le capital. J'ai emprunté 88 960 €. Je vais rembourser 10 040 € d'intérêt et d'assurance. L'assurance, c'est 0,15%, donc c'est vraiment pas très cher. Et j'ai aussi 1000 € de frais de dossier. Alors ça, je sais pas ce que ça représente, mais bon, c'est pour faire plaisir à la banque. Généralement, c'est pas très important. Et donc, au total, ça va me coûter 100 000 € si on prend en compte les intérêts, le capital et tous les frais afférents. Donc, forcément, à l'époque, c'était vraiment pas très cher. Mais aujourd'hui, obtenir ces conditions, c'est plus du tout possible. Donc, c'est pour ça que quand on a un emprunt sur le long terme avec un taux très bas, on le garde. Comme ça, on continue de profiter de ces conditions de financement très favorables. Cet emprunt, il m'a permis de financer le T2 que j'ai acheté 126 000 €. Aujourd'hui, Finari me l'estime à 146 000, donc forcément, je fais une plus-value plutôt sympa sur le papier. Pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle Priceable. Ça se base sur la base de données des notaires, donc c'est toutes les transactions immobilières réalisées, mais aussi tout un tas d'indicateurs comme le nombre d'annonces en ligne et plein d'autres choses. Et donc, c'est vraiment une façon assez sympa d'avoir une estimation qui change toutes les semaines. On voit d'ailleurs que par rapport aux prix qui sont pratiqués à Chambéry, mon bien est plutôt dans la fourchette haute en termes de prix au mètre carré, ce qui est plutôt rassurant. Aujourd'hui, je détiens 44% net de ce bien, puisqu'évidemment j'ai encore un emprunt qui court dessus. À l'époque, j'avais mis 36 000 € d'apport, ce qui est quand même beaucoup sur un emprunt de 90 000 €, mais c'est parce que je n'avais pas de contrat, j'avais pas de CDI, je venais de quitter mon job, puisque j'avais envie de prendre du temps off, et la banque a quand même accepté de me financer. Par contre, ils m'ont demandé un effort d'épargne assez important. À l'époque, ça m'avait quand même pas trop plu parce que je voulais pas immobiliser tant de cash. Aujourd'hui, quand je vois les conditions que j'ai obtenues et le prix auquel j'ai acheté, je trouve que c'était plutôt une bonne opération. Si on regarde les caractéristiques du bien, c'est un T2 de 45 mètres carrés. Je l'ai trouvé tout de suite intéressant parce que c'est dans un petit immeuble et qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il y a très peu de parties communes. Pourquoi ça c'est important? Parce que du coup, il y a aussi très peu de charges locatives et de charges de copropriété. Donc, il n'y a pas d'ascenseur qui peut tomber en panne, il n'y a pas de jardin à entretenir. Donc, forcément, tout ça, ça rend les charges de la copropriété relativement faibles. Aujourd'hui, je le loue à 760 € plus 20 € de charges, donc ça fait un loyer à 780. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années puisque j'avais commencé la mise en location de mémoire aux alentours des 640 €. Pourquoi j'ai augmenté le loyer? Parce que tout simplement les loyers ont explosé sur la zone et j'ai aussi évidemment ajusté en fonction de l'inflation. Il faut savoir que j'ai eu un même locataire pendant 3 ans. Comme quoi c'est possible d'avoir des locations longues même sur du meublé, et ensuite il y a eu pas mal de rotation, et donc moi ce que je fais c'est que j'augmente pas les loyers pendant que les locataires sont là parce que je trouve ça pas terrible, mais quand le locataire part, j'ajuste pour me remettre dans la fourchette de marché. Côté cash flow, je rembourse 550 € tous les mois, je touche 760, donc forcément ça me laisse quand même pas mal de liberté. Évidemment il y a des frais qui viennent s'insérer au milieu, vu que je suis en LMNP, je paye un comptable à peu près 300 € par an pour gérer cette partie là, notamment le fait que la déclaration soit juste et que moi j'ai juste à reporter les informations sur ma déclaration d'impôt personnelle. De façon générale, en fait, je peux reporter un déficit chaque année et donc j'ai pas payé d'impôt sur les loyers perçus. Côté indicateur, vous voyez que ici la renta brute elle est estimée à 6,5% par Finari. Le TRI lui il est beaucoup plus haut à 12%. Pour le TRI, nous on part du principe que le prix de l'immobilier va augmenter de 1% par an, mais il suffit que le prix de l'immobilier dans le cas de mon bien augmente de plus, par exemple de 2%, pour que l'opération soit beaucoup plus rentable.
rentable encore. Donc au global, ça reste une opération qui est intéressante, mais il faut pas oublier que derrière ces chiffres, il y a aussi des problèmes très concrets. J'ai notamment eu des problèmes au niveau de la toiture, j'ai eu un risque d'effondrement carrément du bâtiment qui finalement s'est révélé être pas du tout grave. J'ai eu aussi des problèmes avec le syndic, on a dû changer le syndic à un moment. J'ai eu des problèmes avec les locataires du dessus puisqu'ils avaient une fuite qui a endommagé mon appartement. Bref, à chaque fois, c'est des nouveaux soucis à gérer, c'est des nouveautés et c'est pour ça que je vous disais que je trouve ça bien de gérer soi-même pour découvrir ces problèmes, pour quelque part se former et ensuite pouvoir déléguer quelque chose qu'on maîtrise. D'ailleurs, au moment de choisir le bien, j'ai évidemment regardé aussi les dispositifs type Pinel de Normandie, donc c'est de l'immobilier défiscalisant. J'ai décidé de ne pas me lancer là-dedans puisque les prix à l'achat sont extrêmement élevés, c'est du neuf et l'avantage fiscal généralement n'en vaut pas le coup sur le long terme. En plus de ça, les loyers sont plafonnés, donc au global, c'est vraiment pas des dispositifs que je recommande. Généralement, ceux qui gagnent le plus dans cette opération, c'est ceux qui vous vendent les biens immobiliers. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des clés pour réussir votre investissement locatif. Si vous avez des questions sur l'immobilier, allez sur notre forum, vous pourrez y échanger avec d'autres investisseurs. Ça m'a beaucoup aidé au moment de réaliser mon investissement et je regarde encore régulièrement. Je vous souhaite des bons investissements dans la pierre et je vous dis à très vite. Ciao.